UNIFA, vous l'avez compris, c'est le syndicat professionnel des producteurs d'engrais, d'amendements et de biostimulants. Une industrie qui se veut responsable, dont l'objectif est d'augmenter l'efficacité des produits et particulièrement des engrais qu'elle commercialise et de réduire leurs impacts. La question de qualité de l'air, on l'a pris très tôt, dès 2008, et nous avons, vous avez pu le voir dans les diapos précédentes, participé aussi à des actions de recherche, ce qui n'est pas directement dans nos cordes, mais on a souhaité participer à cet effort, notamment 2 actions avec l'INRA, les instituts techniques, donc Arvalis en particulier, Volat NH3 à partir de 2010, et puis Evamine également sur les engrais minéraux. Pour toutes les raisons qu'on a vues ce matin, ce sujet est vraiment important et on doit le prendre suffisamment en amont pour l'améliorer et éviter des contraintes beaucoup plus fortes qui risquent de se profiler à l'avenir si on n'atteint pas les objectifs de réduction. Vous avez vu ce matin également une tendance récente pas très favorable sur les émissions, qui a plutôt tendance à augmenter. On peut l'expliquer là aussi par les statistiques de livraison d'engrais minéraux, et c'est vrai pour toute l'Europe. Hein. On a une industrie européenne qui est tournée traditionnellement vers la production d'ammonitrates. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas aussi de la solution azotée un peu durée, mais c'est d'abord des ammonitrates, hein, environnés par un contexte international qui est beaucoup plus porté sur le développement des productions durées ou de solutions azotées. En production durée, nous avons par exemple l'Algérie qui est devenue un gros producteur en 2013, donc aux portes de la France, hein, donc l'Égypte aussi, la Russie. On a un environnement international extrêmement compétitif avec une très grosse capacité mondiale de production durée. Et sur la solution azotée, on a des pays producteurs qui ont l'accès au gaz à des prix très compétitifs, comme les États-Unis avec le gaz de schiste, et qui sont devenus notre principal importateur de solutions azotées. Donc on a cet environnement qui fait que la part des engrais les plus émissifs, progressivement, elle augmente année après année, et ça nous pose un certain souci. C'est la raison pour laquelle on a commandé au CITEPA une étude de projection des émissions de NH3 pour voir où on pouvait arriver à 2020, 2025, 2030, par rapport aux objectifs qui sont maintenant fixés au niveau européen et sur lesquels on risque un contentieux, comme ça a été évoqué ce matin par le ministère, Anne Pilon, du ministère de l'écologie. Voilà, mieux vaut anticiper et voir exactement quels sont les risques pris et surtout quelles sont les solutions qui peuvent être combinées. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas une seule, bien sûr. Hein. Alors, j'ajoute juste un mot, hein, c'est que ce travail a été fait sur des scénarios qui concernent les engrais minéraux, mais comme vous l'avez vu, les élevages tiennent aussi une place très importante. Ils ont été incorporés, puisque le CITEPA a le savoir-faire aussi sur cette partie-là, de manière à consolider le résultat total des émissions. Sur ce, je laisse la parole à Anaïs, qui va beaucoup mieux que moi rentrer dans la méthodologie. Merci. Merci Philippe pour cette introduction. Et merci de me laisser aussi l'opportunité de présenter cette étude qu'on a fait pour l'UNIFA. Donc, comme l'a rappelé Philippe, donc l'objectif ici, c'est, vu l'évolution actuelle des tendances de consommation des engrais minéraux, on a essayé de voir pour 2030 qu'est-ce que ça pouvait donner en traduction en termes d'émissions d'ammoniac. Donc pour cela, on a mis en place une méthodologie qui a consisté à étudier différents types de scénarios. Et tout ça à partir de 2 tendances de consommation des engrais à horizon 2030. Puisque forcément, la situation en 2030, on ne la connaît pas. Donc, pour l'estimer, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? On a les données du passé. On a du coup un petit peu la compréhension des différents mécanismes qui jouent justement sur les niveaux de consommation des différents engrais apportés. Mais le modèle qui permet de prédire exactement dans quelle situation on se trouvera en 2030, eh bien, il n'existe pas, ou en tout cas, nous, on ne l'a pas trouvé. Donc, ce qu'on a proposé au cours de cette étude, c'est plutôt deux grands scénarios de tendance de consommation, et puis différents scénarios pour voir quelles pourraient être ces situations auxquelles on accéderait en 2030, sachant que du coup, la vérité, comme d'habitude, est sans doute ailleurs. Alors, sur quoi on s'est basé ? Donc, l'estimation des émissions d'ammoniac, pour donc, les calculer, on se base sur les méthodologies internationales. Donc là, c'est EMEP, la méthodologie qui a été suivie.
Et donc, ce guide EMEP nous fournit des facteurs d'émission par type d'engrais minéraux. Donc, on va avoir un facteur pour les ammonitrates, un facteur pour l'urée, un facteur pour la solution azotée. L'objectif pour atteindre les réductions d'émissions qui sont fixées pour la France, c'est donc de mettre en place certaines pratiques de réduction des émissions. En termes de leviers dont on dispose pour tout ce qui est fertilisation minérale, les leviers actuels dont on dispose, donc vraiment avec la connaissance actuelle, eh bien on a l'enfouissement rapide des engrais et, comme on l'a déjà mentionné, les inhibiteurs d'uréase. Donc la mise en place de ces pratiques, eh bien nous, pratico-pratique, ça se traduit par des facteurs d'émission plus bas. Voilà, donc si on regarde le classement, on a donc pour les formes simples sans mise en place des pratiques, on a les ammonitrates qui présentent le facteur d'émission le plus bas, suivi de la solution azotée, qui est donc là à 7,9% de volate, et l'urée qui présente le potentiel émissif le plus fort. Par contre, vous voyez bien que quand on met en place des pratiques de réduction, donc typiquement là, l'urée inhibée, on obtient une forte réduction du potentiel, ici. De la même manière, quand on enfouit, une réduction qui est un peu moins importante, mais tout de même, on passe de 13,1% à 4,6%. Et de la même manière, on arrive à abaisser le potentiel émissif de la solution azotée lorsqu'on l'enfouit. En termes de consommation des engrais minéraux, notre premier objectif, c'était de savoir quelles vont être les quantités totales d'azote minéral consommées à horizon 2030. Donc, sur ce graphique, en orange, vous avez ce qui a été réalisé par le passé. Une tendance, somme toute, très claire, comme vous pouvez le voir. Donc, quand même, ça varie. Un petit peu compliqué de savoir ce que ça va donner par la suite. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'estimer des tendances sur la base de l'historique sur des périodes plus ou moins longues. Donc, vous allez avoir en bleu, ici, une tendance sur 7 ans, qui voudrait dire, du coup, une hausse de la consommation d'azote minéral. En bleu foncé, c'est une tendance sur 15 ans. Elle, par contre, ce serait donc une baisse, très forte baisse ici. Et en pointillé, vous retrouvez en pointillé vert le scénario prépa, qu'on dit avec mesure existante, et en jaune le scénario de la SNBC avec mesure existante. Donc le scénario du coup qui a été retenu pour nous, ça a été le scénario des 10 ans, ici, qui est celui qui se rapprochait le plus des tendances qui sont utilisées dans les différents exercices de projection des ministères. Voilà. Donc ça a été déjà la première grosse hypothèse sur la consommation totale d'azote qu'on pourrait atteindre à horizon 2030. Ensuite, sur cette consommation totale d'azote, il a fallu déterminer aussi la répartition entre les différentes formes d'engrais qui vont être consommées. Donc, pour ça, on a pris les grandes formes d'engrais minéraux, à savoir donc, urée, ammonitrate, solution azotée, et ensuite on a les autres engrais azotés simples et les engrais composés. Donc là, typiquement, si on regarde le premier scénario qu'on a pris, donc la tendance sur 10 ans, on a pris aussi la tendance de consommation des formes sur la même période, donc sur 10 ans. Donc cette tendance sur 10 ans de consommation des types de formes, si on la prolonge, ça nous amène à une consommation en 2030 de 27% d'urée, 30% d'ammonitrate et 37% de solution azotée. Alors que donc à l'heure actuelle, on est à 43% d'ammonitrate, 11% d'urée et... Pardon, ça c'était en 2005. En 2016, on était à 37% d'ammonitrate, 20% d'urée et 31% de solution azotée. Donc ce qu'on voit bien là, c'est une progression de l'urée, comme le disait Philippe, puisque c'est ce qu'on voit actuellement sur les marchés, mais une progression qui reste limitée. Si on se base sur cette tendance de consommation par forme sur 10 ans. Maintenant, si on passe sur 5 ans, puisque donc ces producteurs d'urée qui permettent d'en apporter de plus en plus sur le marché récemment, c'est une tendance qui est quand même plus récente. Donc là, si on regarde sur 5 ans et qu'on prolonge cette tendance de répartition par type de forme d'engrais, eh bien, on obtient une consommation à horizon 2030 d'urée de 35%. Donc là, on a bien une hausse bien plus importante sur la part d'urée consommée. Au détriment du coup des ammonitrates qui se retrouvent avec seulement 16% de la part
sur l'azote total minéral. Donc ça, ces deux scénarios de consommation que je vous ai présentés, donc avec l'hypothèse sur la consommation totale d'azote, et puis ensuite on sépare en deux types de scénarios, donc une tendance de forme sur 10 ans, une tendance de forme sur 5 ans. Donc ces deux scénarios de référence, ensuite on leur a appliqué différents scénarios de développement des pratiques de réduction et donc une estimation des émissions pour chacun de ces scénarios. Donc là, à la base, donc en gardant du coup ces tendances-là avec les pratiques actuelles, donc c'est-à-dire avec l'enfouissement qui se fait actuellement en 2016 et l'utilisation des inhibiteurs comme il se fait actuellement en 2016, on garde les mêmes pourcentages d'application. En 2030, ça nous conduirait à des émissions où par rapport à 2005, dans le premier scénario, donc qui voit une progression limitée de l'urée, on obtiendrait moins 0,7% des émissions totales par rapport à 2005. Et donc l'objectif, je vous rappelle, pour 2030, c'est moins 13%. Le second scénario, qui voit du coup une forte progression de l'urée, là par contre on se retrouverait avec plus 2,4%. Donc clairement on n'atteint pas les objectifs. Comme le disait Philippe, donc pour se comparer avec les objectifs de réduction de la France, on a consolidé avec les données liées à l'élevage. Ces données-là, en fait, d'où elles viennent, ce sont les données des calculs d'émissions qu'on a effectués pour le compte du ministère de l'Environnement dans ce qu'on appelle les projections avec mesures existantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a pas fait progresser énormément les techniques de réduction sur l'élevage. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à se rappeler. Il y a aussi la contribution de l'élevage où on n'a pas forcément poussé les pratiques là-dessus. Ensuite, le scénario suivant, l'objectif, ça a été de pousser les bonnes pratiques qu'on connaît à l'heure actuelle à un maximum qu'on juge atteignable. Donc, c'est-à-dire qu'on va enfouir tout ce qu'on peut enfouir. Pour l'urée, le reste, on va rajouter de l'inhibiteur d'uréase. Et la solution azotée, par contre, on ne rajoute rien. Donc, la solution azotée, le seul levier qu'on a pris en compte, c'est l'enfouissement. Donc ça, si à horizon 2030, on pousse au maximum de ce qui nous paraît réalisable, ça donne quoi ? Ça donne que du coup, pour le scénario avec progression de l'urée mais limitée, donc le premier scénario ici à gauche, on obtiendrait moins 8,7% d'émissions en 2005 par rapport à 2030. Par rapport à 2005, pardon. Donc par rapport au moins 13% pour 2030. Donc on n'est toujours pas au niveau. L'autre scénario, où je vous rappelle, il y a plus d'urée, on obtient moins 7,7% d'émissions par rapport à 2005. Et donc pareil, toujours par rapport au moins 13%, on n'est toujours pas à l'objectif. Donc là, en poussant ces techniques de réduction qu'on connaît à l'heure actuelle, on n'atteint pas les objectifs du prépa. Du coup, prochaine solution. Objectif, du coup, atteinte des objectifs prépa. Donc là, le dernier levier qu'on a estimé, qu'on a essayé d'évaluer, ça a été, avec ces types d'engrais et les pratiques qu'on connaît à l'heure actuelle, on n'atteint pas les objectifs. Donc, quelle est l'autre solution qui peut être envisagée ? Eh bien, c'est le changement de forme. Donc, basculer d'engrais qui sont fortement émissifs vers des engrais moins émissifs, comme les ammonitrates. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a gardé les techniques de réduction poussées à leur maximum. Donc ça, les taux d'application restent les mêmes. On continue à faire des efforts au maximum réalistes sur les engrais qui sont considérés comme fortement émissifs. Et en revanche, on a fait une optimisation sous contrainte qui nous donne en fait les quantités d'ammonitrate qui doivent être répandues pour pouvoir avoir moins 13% d'émissions par rapport à 2005. Donc ça, qu'est-ce que ça donne pour le premier scénario qu'on avait étudié, donc celui où il y avait une progression limitée de l'urée ? Ça donne que du coup, pour atteindre les objectifs du prépa, on obtient en 2030 54% d'ammonitrate sur la consommation totale, sachant que donc, dans le scénario de référence qu'on avait utilisé, on était à 30%. Donc une forte progression des ammonitrates. Pour le deuxième scénario, pour atteindre les objectifs, ça signifie avoir 47% de l'azote minéral sous forme d'ammonitrate par rapport à 16% dans le scénario de référence. Donc de la même manière, un gros basculement vers les ammonitrates. Voilà. Donc de cette manière, on a des techniques de réduction poussées au maximum sur l'urée avec l'enfouissement et les inhibiteurs d'uréase.
Pour la solution azotée, on a le maximum possible d'enfouissement. Et pour le reste, du coup, on interchange l'ammonitrate vient se substituer à l'urée et aux solutions azotées pour permettre d'avoir moins 13% d'émissions à horizon 2030. Donc là, effectivement, comme on disait, les moins 13% à horizon 2030, ce sont des objectifs qui sont très ambitieux et difficiles à atteindre. Et nous, là, en étudiant du coup ces scénarios, avec toutes les hypothèses que je vous ai dites, eh bien, on se rend compte que pour atteindre ces scénarios, bien qu'on ait des pratiques de réduction à l'heure actuelle, ce ne sera pas suffisant et qu'il va falloir jouer sur le mix entre engrais pour atteindre ces scénarios. Alors après, c'est sans compter sur l'apparition de nouveaux produits, vu que là, voilà, maintenant, il y a les inhibiteurs d'uréase qui sont apparus aussi, donc qui sait, à l'avenir, si ça se trouve en 2030, on aura un engrais qui n'émettra rien du tout et qui ne sera pas cher du tout. Donc voilà, c'est modulo la recherche et l'innovation. Et ensuite, il y a toujours des freins qui sont, de ce qu'on a remarqué, essentiellement d'ordre économique. Donc ça, parce que les ammonitrates, ça a aussi un coût. Donc là, dans notre étude, nous, on les a allègrement remplacés, on les a allègrement mis sur le marché contre de l'urée et de la solution azotée, sans prendre en compte le coût pour l'agriculteur. Donc ça, c'est une dimension qu'il faudra rajouter pour venir compléter cette étude. C'est une dimension que là, on n'a pas estimée. Et l'autre chose à faire pour venir compléter l'étude, ce serait de quantifier les bénéfices individuels et collectifs, donc sur la santé, justement, liés à cette réduction des émissions d'NH3 qui, du coup, permettrait quand même, du fait de la réduction de la pollution de l'air, d'améliorer la santé pour tous. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir les résultats de l'étude, ils sont disponibles sur le site de l'UNIFA. Et puis, si vous voulez revoir à nouveau les résultats d'inventaire, vous pouvez aller sur le site du CITEPA.